Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui Karine Chedid, une femme qui a brillamment réussi sa reconversion en joaillerie. Je sais que beaucoup d'entre nous sont en réflexion ou sont en train de se créer une nouvelle partie de vie. Pour toutes celles que la joaillerie attire, Karine Chedid nous raconte son parcours de reconversion, du salariat à l'entrepreneuriat, du software aux voitures de luxe, pour arriver à créer sa propre marque de joaillerie. Bonjour Karine. Bonjour Anne. Je suis ravie de te voir. Merci de m'inviter, je suis ravie d'être là. Alors, explique-moi. Tu as fait des études de quoi déjà ? Alors moi j'ai fait des études très très classiques. J'ai fait une sup de co après un bac scientifique. Et ensuite, je suis partie au Canada faire une session d'études en échange avec mon école de commerce. Et je suis rentrée à Paris et j'ai travaillé de manière tout à fait standard et classique dans une société qui faisait du software. C'était quoi déjà le software ? C'est un très gros logiciel qui était vendu avec des cycles de vente hyper longs, entre 12 et 18 mois. Donc moi, je m'occupais de vente, j'étais sales exec. Et je me baladais avec une équipe de consultants pour aller vendre au sein de grosses sociétés, des grosses solutions informatiques qui allaient leur simplifier la vie. Et donc l'intérêt de ce boulot, c'était d'apprendre la vente déjà pour toi ? C'était d'apprendre la vente, c'était surtout de gagner de l'argent très très vite parce que je voulais être indépendante financièrement. Je voulais pas dépendre de mes parents, je voulais pas dépendre de personnes extérieures et je voulais vraiment gagner ma vie et être indépendante, entrepreneur. Ça dure combien de temps ? Une dizaine d'années environ. Et à la suite de quoi, tu te dis je change de truc ou qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 ans ? Alors pendant ces 10 ans, c'est très intéressant. J'apprends la vente, le marketing, les rouages, les manières dont fonctionnent les sociétés. En l'occurrence, il s'agissait de grosses sociétés américaines. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, je rencontre mon mari, qui est libanais et qui est entrepreneur et qui est passionné d'automobile et qui crée sa société de distribution, enfin d'importation en France et en Europe de véhicules qui ne sont pas distribués de manière classique sur le réseau de distribution français. Et là, on se dit, il y a quelque chose à faire et on va le faire ensemble. Donc, on crée une société. Moi, je continue à travailler. C'est un peu comme dans Love Story, où il faut quand même que quelqu'un gagne un peu d'argent. Et on crée cette société. Puis, on la développe tous les deux au fil des années avec donc toute la partie communication et marketing qui m'incombe. Aussi bien les relations publiques que les relations presse, les essais, les publicités. À l'époque, il y avait beaucoup de publicités dans les magazines, papier. Trouver une agence de pub, trouver le bon discours... tous les leaflets, tous les essais, les événements avec des clients finaux, mais aussi d'autres distributeurs à trouver en Europe. Donc c'était tout à fait passionnant. Mais du coup, les événements, ça prend beaucoup de temps, ça t'oblige à être... c'est sympa, hein, les événements au champagne dans les voitures, mais bon, je pense que ça prend sur la vie de famille quand même. Oui, ben c'était à cette époque-là, on avait 2 enfants. C'était un petit peu compliqué, mais bon, c'est un peu le lot de toutes les femmes qui travaillent et qui sont aussi des mamans. Donc, il faut savoir jongler entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais c'était une époque aussi qui était différente de l'époque actuelle parce qu'on était en plein bling-bling. On avait comme clients tous les joueurs de foot très connus, des acteurs très connus, des chanteurs, des grands couturiers qui aimaient s'afficher avec des grosses voitures américaines qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de chanteurs aussi, quelques rappeurs.
Donc c'était une époque qui est tout à fait différente. C'était quand même des super belles voitures. Oui, c'était des très très belles voitures. Je ne sais pas si je peux les nommer, mais c'était des Hummer à l'époque, des Cadillac, des Corvettes, des Ford GT, des Camaro. Donc toutes ces voitures qu'on voit dans les super productions américaines et qui n'étaient pas distribuées, ou si peu, certaines d'entre elles, sur le réseau français. Donc c'était vraiment une époque d'innocence, tout était à faire. Et c'était vraiment, vraiment passionnant parce que c'était une passion aussi. Moi, j'étais passionnée de voitures, mon mari aussi était passionné de voitures, donc c'était vraiment magique de pouvoir le mettre en forme et d'en vivre finalement. Et justement, à partir de quand vous en viviez? Parce que jusqu'à présent, on t'avait laissé, tu continuais à vendre du software et tu développes cette nouvelle entreprise de voitures. Donc du coup, à quel moment on passe que dans la voiture? Alors, tout est réglé avec les naissances des enfants. À la naissance de mon 3e enfant, j'ai la chance d'en avoir 4 aujourd'hui, à la naissance de la 3e, c'était impossible de tout mener de fond. La société commençait à bien marcher et on s'est dit, bon, elle est là maintenant, on arrête. Et je vais me consacrer à 100%, à 200% même, à notre société et je vais plus faire que ça. Voilà, je vais arrêter de travailler pour les autres et je vais travailler uniquement pour nous, pour la société qu'on a montée ensemble et qu'on a développée ensemble pour aller encore plus loin. Donc là, on est en 2003, puisque ma 3e est née en 2003. Et là, ça a été beaucoup plus simple pour moi parce que j'avais plus à jongler entre divers emplois du temps. Et puis, je travaillais aussi dans un environnement excessivement masculin. J'étais, pour ainsi dire, la seule femme tout le temps. Quand je partais à 18h, on me disait « Ah, mais tu prends ton après-midi, Karine ?» C'était très, très difficile. Les voyages à l'étranger, j'étais absente assez souvent du domicile, mais j'essayais toujours, j'avais un sentiment de culpabilité épouvantable. Et donc, le fait de travailler pour nous, pour notre société, j'étais beaucoup plus libérée, beaucoup plus tranquille. Tu me dis tout est basé sur les enfants. La dernière entreprise, celle qui te meut aujourd'hui, c'est-à-dire les bijoux, elle arrive avec l'enfant numéro combien? Numéro 4, voilà. L'idée de vivre moi aussi de ma passion, puisque là on est en 2012, j'ai pas mal d'écart entre la 3e et la 4e, en 2012, donc je me dis, bon ben voilà, maintenant ça roule, les autos, les motos aussi, on avait été précurseurs dans les importations de Indian, je sais pas si tu connais, c'est l'ancêtre de la Harley, aujourd'hui il y a aussi une concession Harley, donc je me suis dit, voilà, on est en 2012, j'ai la quarantaine, j'ai envie moi aussi de vivre de ma passion, je me suis vraiment donné corps et âme à cette passion automobile, je veux moi aussi donner quelque chose et faire vivre mon entrepreneuriat dans le domaine qui me fascine depuis toujours, qui est la joaillerie. Et je vais moi aussi créer ma marque de joaillerie. Qui me fascine depuis toujours, parce que là, de tout ce que tu nous as raconté, tu nous as parlé de software, tu nous as parlé de voiture, mais en fait, tu n'as jamais parlé de bijoux. Ils viennent d'où ces bijoux? Les bijoux, c'est une passion sous-jacente que j'ai depuis toujours. Alors, habituellement, on te dit, voilà, ma grand-mère portait tel ou tel bijou. J'ai toujours vu ma mère s'orner de parures fantastiques et ça m'a donné le goût du bijou. Eh bien, chez moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours adoré les bijoux. Tout le temps. Quand je regarde. Chez toi, on n'en portait pas? Chez moi, on n'en portait pas plus que ça. Des bijoux classiques, des petites médailles de baptême, des petites montres, des petites boucles, un pendentif, une jolie bague, une parure de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans mon environnement familial. Ça a toujours été vraiment, j'ai été subjuguée tout le temps par les bijoux. Depuis petite. J'imagine que c'est peut-être transgénérationnel cette histoire. On ne sait pas. On le trouvera un jour, je ne sais pas. Quand tu rêvais de bijoux, tu faisais quoi? Tu les photographiais? Tu les dessinais? Tu les quoi? Je dessinais énormément. J'ai toujours beaucoup dessiné. J'ai fait de l'aquarelle en étant adolescente. J'ai toujours beaucoup dessiné. Et ce qui me venait naturellement, tu vois, au lieu de dessiner des petits bonshommes, des paysages, des églises, je ne sais quoi, c'était des bijoux, tout le temps des bijoux que j'avais envie d'avoir, que j'avais pas vu, que j'avais pas trouvé, ou un bijou que j'aurais trouvé fantastique, mais qui était immétable, changé, je sais pas, une tête de dragon. Bon, aujourd'hui on en trouve beaucoup, mais moi je te parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je n'avais pas cette culture bijouesque que depuis j'ai essayé de rattraper, mais voilà, tout ce qui me tombait sous la main, je le transformais en bijoux. Tu as dessiné aussi ta bague de fiançailles ou non? Alors moi, je n'ai pas eu de bague de fiançailles au moment d'hypothétiques fiançailles, puisque je me suis un peu mariée enceinte à l'arrache. Mais je me suis dessiné des bagues depuis. Et c'est vrai que maintenant, les bagues que je porte, il y en a beaucoup qui sont dessinées par moi. Alors que j'aimais beaucoup les bagues iconiques de grandes maisons, par exemple. Je trouve que c'est pas parce qu'on fait des bijoux qu'il faut porter que des bijoux qui sont à soi.
Et moi, mes plus beaux bijoux, bon, à part ceux qui ont un côté émotionnel très important, mais j'ai des pièces qui sont des pièces iconiques de grandes maisons de joaillerie, que je garde aussi pour les transmettre à mes enfants. Tu dis, ok, je crée ma boîte de bijoux. Tu commences par quoi? Alors, je voulais faire les choses vraiment à fond. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement bosseur, extrêmement travailleur, parfois même un peu besogneux, j'avoue. Quand j'ai rencontré mon mari qui est libanais, je me suis passionnée pour le Liban, l'histoire du Liban. Je voulais savoir quelles étaient les racines de mes futurs enfants. Donc, j'ai pris des cours d'arabe à l'Institut du monde arabe. J'ai pris des cours d'histoire. Je me suis passionnée pour les fouilles, les époques hellénistiques. Et donc, je fais les choses vraiment à fond. Je me suis dit, qu'est-ce qui est très, très important quand on fait des bijoux? Qu'est-ce qu'il y a dans les bijoux? Il y a des pierres. En tout cas, dans les miens, il y a des pierres. Et c'est vraiment le point très important. Et ce qui me différencie des autres marques, peut-être, c'est que j'attache une importance, mais presque terrible, au choix des pierres. Vraiment. Et donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour bien connaître les pierres? Il faut que je sois gémologue. Comment on devient gémologue quand on a la quarantaine, qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a des enfants, on travaille quand même aussi à côté. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des cours de gémologie. Donc, j'ai commencé à l'ING. J'ai suivi les 2 premiers cycles à l'ING. Et puis ensuite, j'ai découvert la GEMA de Londres. Alors, GEMA, c'est Gemological Association of Great Britain. Et c'est une école que je recommande vraiment à celles qui veulent se lancer dans la gémologie, surtout si elles s'intéressent aux pierres de couleur, aux pierres fines, parce qu'on a à la fois un côté théorique très important, donc il faut emmagasiner une somme d'informations assez colossale, je vous préviens. Mais il y a aussi une session pratique où on a de l'atelier, on va manipuler des outils pour noter les indices de réfraction des gemmes, les réfractomètres pour ne pas les nommer, les dicroscopes, les loupes Dizix bien sûr, parce que la loupe Dizix c'est vraiment l'instrument que j'ai en permanence sur moi. Même quand je fais du ski, j'ai ma petite loupe dans ma combi parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah mais regarde-moi cette pierre, qu'est-ce que t'en penses ?» Ou alors « Regarde cette monture, est-ce qu'on pourrait la transformer ?» Donc j'ai toujours une petite loupe avec moi. C'est vraiment mon petit instrument. Donc, à la GMA, j'ai passé 2 ans, enfin, bout à bout, entre l'ING, le tout début de mes études, et le moment où j'ai été diplômée, il s'est écoulé 3 années. Tu arrives, c'est des cours du soir, c'est des cours, parce que dans tout ce que tu fais, tu les cases où tes cours? Alors, les cours à la GMA, c'est 2 jours par semaine. Il faut s'organiser, il faut débloquer du temps, il faut s'organiser avec les enfants, il faut s'organiser avec sa vie professionnelle parce qu'il faut aussi gagner sa vie pendant qu'on fait ses études et qu'on reprend ses études. Donc, c'est 2 jours par semaine, plus des cours du soir. Parallèlement à ça aussi, j'ai suivi des cours de gouaché à l'école Boulle, ça en cours du soir. Des cours de dessin technique aussi à l'école Boulle, également en cours du soir. Donc, c'est beaucoup de temps à consacrer, c'est beaucoup d'énergie à consacrer. Je me souviens, dans ma configuration familiale, mes enfants m'ont beaucoup aidée, par exemple. Quand j'ai fait mes premiers cours d'optique, moi j'avais fait un bac scientifique, mais je ne me souvenais plus du tout de mes cours d'optique. Et c'est mon fils, qui a un esprit extrêmement scientifique, et qui est venu m'expliquer l'optique pour illustrer avec moi, par exemple, les saphirs color change, qui changent de couleur avec la typologie de lumière incidente qui arrive sur la pierre. C'est lui qui m'a un petit peu prêté main forte quand il s'agissait de sujets, par exemple, pour la géologie, la gitologie. C'était vraiment des sujets que j'avais oubliés et il m'a vraiment prêté main forte. Ma grande, par exemple, quand il s'est agi de lancer un compte Instagram, puisque je suis venue très tard aux réseaux sociaux, donc c'est elle qui a commencé avec moi à installer mon Insta, à me montrer comment on faisait des stories, à me montrer quel type de post il fallait faire. Alors il fallait après trouver sa patte et trouver le fil directeur d'un compte Insta. Donc ça, c'est vraiment mes enfants qui m'ont prêté main forte. Et j'ai trouvé que c'était une synergie vraiment sensationnelle parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'échanges avec eux. Quand par exemple j'avais mes examens, alors certains examens étaient online et d'autres étaient en présentiel. À l'époque, on ne parlait pas de Covid, mais bon, c'était pour des raisons pratiques parce que tous les étudiants prenaient les cours dans le monde entier et c'était centralisé. Donc, 2 fois par semaine, j'avais des examens online. Donc, il fallait que personne fasse de bruit. Il fallait trouver le meilleur endroit à la maison où le Wi-Fi captait bien. Et ça, pareil, c'est les enfants qui ont, avec moi, trouvé le meilleur endroit où je pouvais mettre mon ordi, pas très loin de la box, mais pas très éloigné, où ça risquait pas de couper. Et puis, on faisait le silence parce que, attention, maman passe son test. Et ça, c'était des souvenirs incroyables. Tout le monde se taisait et on attendait les 30 minutes que durait le test, que j'ai terminé de répondre à toutes les questions et ensuite, ouf, soulagement, la vie pouvait reprendre son cours. Et vous avez révisé aussi ? J'ai révisé comme une dingue. J'ai travaillé énormément. J'ai fait des fiches. J'ai usé des dizaines de carnets pour trouver le bon carnet aussi. J'ai enregistré
tous mes cours. Et je me souviens, moi, je suis fan de ski alpin. Je skie depuis que je suis toute petite. Et je fais pas mal de rando aussi à ski. Donc, on monte pendant 2 heures. Et puis ensuite, on a une pauvre petite descente qui va durer 7 minutes. Mais pendant toute la montée, je me souviens que je mettais dans mes oreilles tous mes cours, notamment sur le diamant, les types de diamants, les traitements. J'ai des souvenirs de montée où vraiment j'avais la pêche parce que j'écoutais mes cours de gémologie. Je n'écoutais pas de musique. Habituellement, il y a certains randonneurs qui mettent de la musique pour se donner la pêche. Moi, je me donnais la pêche avec mes cours de gémeaux et je montais et ça rentrait vraiment très, très facilement dans mon esprit parce que j'ai une mémoire très auditive. J'écoute beaucoup ce que me disent les gens. Ça me sert beaucoup dans mon métier parce que j'écoute beaucoup les gens parler, les couples, les clients qui viennent me voir et qui me parlent de leur histoire. Je prends très peu de notes parce que je retiens tout de manière auditive. Et ça m'a beaucoup aidée. Et donc, le diplôme? Alors le diplôme, c'est en 2016. Alors pareil, c'était une période très intéressante avec les enfants et mon contexte familial parce que tout le monde attendait. Je pensais que j'avais fait à peu près ce qu'il fallait. Je pensais que j'allais l'avoir péniblement et que j'allais probablement être reçue, mais j'étais pas contente de moi. Je trouvais que j'avais pas bien répondu, j'avais pas délivré tout ce que j'avais révisé. J'étais vraiment pas contente de moi. Et je me souviens très bien le jour où on a eu les résultats. Oh, alors là, j'y croyais pas. J'avais une mention. Alors là, ça a été une fête mémorable. J'ai même organisé, comme j'ai organisé pour le bac des enfants par exemple, j'ai organisé une graduation party chez moi. J'ai invité les copains, les copines, les copains de mes enfants. Ouais, maman est diplômée. Et c'était un souvenir dingue. Il faisait beau. Je me souviens, j'étais diplômée en janvier, mais j'ai fait la fête au moment de mon anniversaire en juillet. Et ça a été une fête mémorable. Et c'était intéressant parce que les enfants voyaient aussi que si on travaillait beaucoup, si on révisait, si on était sérieux, on arrivait à tout ce qu'on voulait. Et alors avoir cette petite distinction, c'était formidable. Je suis allée à Londres aussi pour la remise des diplômes. J'ai failli emmener les petits avec moi, mais c'était compliqué avec l'école. Mais c'était vraiment des souvenirs géniaux auxquels j'étais pas préparée parce que j'avais pas prévu de changer de voie. Voilà, c'est comme au ski quand on fait de la rando. À un moment, on est obligé de faire une conversion, donc on doit mettre les skis dans une autre direction pour changer de direction. Pour monter en zigzag dans la pente, ben là c'est pareil. Mais on a toujours les skis au pied et on est toujours à la montagne. Là, c'est pareil, je restais dans le domaine du luxe, je restais dans le domaine de l'iconique, mais je changeais de matériaux puisque je me dirigeais dans les bijoux, mais toujours dans le même fil directeur du luxe. Donc, dans ces 3 ans d'études, qu'est-ce qui était compliqué? Je suppose qu'il n'y avait pas que des gens de ton âge en classe, quoi. Oui, ça c'est un point très intéressant à soulever. Effectivement, il y avait à peu près 80% de jeunes d'une vingtaine d'années et puis 20% de personnes voilà, qui étaient quarantenaires, cinquantenaires même. Il y a même des personnes beaucoup plus âgées qui prenaient des cours de gémeaux par passion, voilà, juste pour savoir ce qu'ils avaient dans leur coffret à bijoux. Et puis pourquoi pas, il y en a un, je sais, qui s'est installé aussi comme négociant en gemmes extraordinaires. C'est pas évident d'avoir des cours avec toutes sortes de profils et toutes sortes d'âges, mais je trouve que c'est très enrichissant et c'est vraiment très riche d'enseignement parce qu'on n'apprend pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes outils aussi pour réviser, donc on s'échangeait des trucs et astuces. Moi, je leur faisais profiter de points qui étaient mes points forts et puis j'écoutais aussi les autres qui me montraient aussi sur leurs réseaux sociaux comment ils faisaient pour avoir des informations sur telle mine qui travaillait tel type de diamant. À l'époque, il y avait Argyle qui fonctionnait, qui maintenant a fermé ses portes. Mais quand on parlait du diamant rose, voilà, tout le monde cherchait des informations sur les diamants roses. Alors moi, j'avais tendance à me basculer sur les livres et puis regarder dans les journaux spécialisés. Et puis d'autres, aller directement chercher des infos online. Et vraiment, ça a été très riche d'enseignements et très, très positif d'avoir ce melting pot d'âge, d'expérience et de profils différents dans cette formation de gémologie. Donc maintenant, le diplôme obtenu, on la lance cette boîte? Allez, on la lance, absolument. Alors j'avais la chance aussi d'avoir déjà une première expérience réussie, très réussie d'entrepreneuriat avec ma société. Donc je savais à peu près ce qu'il fallait faire. Cependant, je suis quand même allée au charbon. J'ai pris une grande feuille, un grand carnet même pour être précise, et j'ai listé tout ce dont j'avais besoin. Donc à la fois la partie sourcing des pierres, trouver les bons négociants, la partie clientèle
clientèle, évidemment, parce que j'avais certes un listing de clients de notre société automotive, mais est-ce que ces clients-là allaient basculer pour autant en clients joaillerie ? Eh bien non, pas toujours. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques déconvenues parce que certains clients qui dépensaient des fortunes dans des automobiles de collection et qui allaient très facilement faire un virement de 200 000 euros, et pour qui je me disais ça va être très facile de leur vendre une bague ou de leur faire un projet sur mesure. Bah, parfois, j'ai eu des déconvenues parce qu'ils me disaient « Oh non, tu sais, Karine, non, moi, ma femme, elle n'est pas du tout bijoux. » Ou alors « Non, moi, elle commande que chez telle ou telle maison de la place Vendôme. Ça ne l'intéresse pas. Les petits créateurs, ça ne l'intéresse pas. Donc non, je ne vais pas te commander quelque chose. » Et en revanche, d'autres clients pour qui je n'aurais pas misé un copec qui m'ont dit « Ah oui, il faut absolument que tu montes cette société. Tu peux compter sur moi. Je te ferai de la pub. Je commanderai telle pièce pour Noël. Si tu la montes en fin d'année, je te promets, tu peux compter sur tant de pièces par an, etc. » Donc, j'ai appelé individuellement pratiquement la totalité de mes clients, en tout cas tous ceux avec qui je m'entendais bien, presque tous, cette chance. Et puis, j'ai pu me faire une petite idée du potentiel que je pouvais avoir au niveau client, parce qu'il faut construire sa clientèle aussi. C'est pas parce qu'on en a une dans un autre domaine qu'elle va irrémédiablement basculer sur la joaillerie. Ensuite, il y avait toutes les contraintes légales. Créer sa société, quelle structure juridique utiliser, les douanes. À l'époque, je faisais fabriquer au Liban, donc j'ai dû faire un poinçon d'importateur, les transitaires, choisir le bon transitaire, tout le cursus de la pierre, comment garantir la traçabilité, le RJC, donc j'ai dû pas mal me documenter. Et puis ensuite, j'ai dû m'occuper aussi de la partie packaging. Donc ça, c'était une étape qui était très intéressante parce que qu'est-ce qu'on veut donner comme idée, quel type de packaging je proposais, est-ce que j'en fais un qui est universel ou est-ce que je propose X variantes avec les bracelets ceci, les bracelets cela, le code couleur, le logo, ça a été une partie aussi très très intéressante de ce début d'activité parce que moi je voulais un logo qui puisse traduire le côté très parisien puisque la fibre, la moelle essentielle, la substantifique moelle comme dirait Rabelais de ma marque, c'est vraiment le côté parisien, joaillerie fine, non ostentatoire mais avec des très très belles pierres et un savoir-faire, une réalisation de haute volée. Donc je voulais que le logo puisse laisser transparaître tout ça avec le côté perlé, parce que j'aime aussi le certi perlé. On le retrouve dans énormément de pièces de mes collections et même dans les projets sur mesure. Il y a beaucoup de certi perlé qui a un petit côté un peu désuet, un charme un peu suranné, puisque j'ai beaucoup d'influences de l'époque victorienne, édouardienne. Ce sont vraiment des pièces de joaillerie, même art déco, même si là le côté perlé est beaucoup moins évident. Donc il fallait aussi trouver ce logo qui puisse traduire tout cela. Et donc j'ai pu compter aussi sur des personnes que je connaissais par ailleurs, qui étaient graphistes, designers. Et puis finalement, c'est moi qui ai trouvé toute seule mon logo. Comme quoi. C'est souvent le cas parce que c'était ton idée et arriver déjà à raconter précisément ce qu'on a dans la tête, c'est quand même pas si évident que ça. Mais bon, je résume. 1, tu fais le tour des potentiels prospects. 2, tu montes ton business plan. 3, tu trouves tes fournisseurs et l'atelier. Alors l'atelier, ça a aussi été beaucoup d'interrogations parce que au départ, la première année, je voulais continuer à être loyale par rapport à ce côté franco-libanais que j'ai, même si moi je suis française mais mon mari est libanais. Donc je voulais faire travailler les ateliers libanais, les ateliers que je connaissais parce que depuis toujours, il faut dire aussi que mes amis, les amis de mes amis, me demandaient toujours de dessiner des bijoux parce que tout le monde savait que j'avais une passion pour les bijoux et donc je dessine depuis énormément d'années des tas de bijoux. Et puis, je ne connaissais pas d'atelier en France. Et comme je passais tous mes étés quasiment au Liban et qu'au Liban, il y a un énorme savoir-faire joaillier, je ne me suis pas posé la question et je faisais travailler tel atelier libanais pour tel ami que je mettais en relation directement avec l'atelier. Et puis, elle allait se faire sa pièce sur la base d'un dessin que j'avais fait. Donc, je voulais faire travailler ces ateliers libanais. Donc, l'atelier français n'était
c'était pas du tout à l'ordre du jour. Et puis très 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 vite, dès que j'ai créé ma société, je me suis rendu compte que si je voulais en faire une activité, je pouvais pas faire des allers-retours au Liban régulièrement, je pouvais pas pour un projet sur mesure me déplacer X fois pour aller vérifier la faisabilité, et il fallait que je fasse tout fabriquer en France. Donc ça s'est imposé à moi assez naturellement, et toute ma fabrication est française, même parisienne. J'ai essayé plusieurs ateliers, j'ai fini, donc ça a été un travail assez laborieux, j'ai fini par trouver un atelier qui me convient, dans lequel j'ai installé mes bureaux aussi, un atelier qui travaille pour les plus grandes maisons de la place Vendôme, qui a un savoir-faire extraordinaire, une équipe hyper bienveillante, très professionnelle. On peut voir tout, du serti jusqu'à la fonte, le poli, enfin tout est fait sur place, et c'est vraiment fantastique de pouvoir voir un bijou arriver de chez le fondeur et être fabriqué, façonné par les mains expertes de ces artisans qui sont fantastiques. Alors justement, maintenant, parlons bijoux. Donc, tu as tout ton équipement, ton business plan, t'as ton logo, ton emballage et tout. Non, mais il manque les bijoux. Entre le moment où tu finis tes études avec les cours de gouache, etc., et le moment où tu te dis, tiens, je vais dessiner un bijou, comment tu fais pour dessiner une ligne de bijoux avec un style logique, qui se ressemble, enfin, qui ressemble à Karine, voilà. Comment on arrive à ça? Parce que moi, si je dessine un truc, je vais dessiner un petit cœur d'un côté, une petite fleur de l'autre, ça aura pas de logique. À part le perlé dont tu nous as beaucoup parlé, comment tu arrives à dessiner une ligne, une gamme de bijoux qui va être la marque Karine? Alors déjà, je n'arrête jamais de dessiner. C'est pas parce que je prends des cours de Gémeaux que je fais que de la Gémeaux. Je dessine tout le temps. Je dessine tout le temps, depuis tout le temps. C'est pas parce que j'ai des corvettes sous les yeux que je dessine pas des bijoux. Je dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je m'inspire de bijoux que j'aime porter. Je dessine comme si c'était pour moi, en fait. Et quand j'ai envie d'un petit bracelet qui soit pas un petit bracelet classique, je vais dessiner une petite chose qui me plairait avec un petit serti comme ci, un petit serti comme ça. Je dessine des bijoux que j'ai pas vus parce que je trouve que c'est très important, même si effectivement il n'y a jamais de création totalement amnésique. Il y a toujours des inspirations florales, des inspirations architecturales, des dessins des époques des courants. Moi j'aime beaucoup l'art nouveau, c'est pas pour autant que mes créations se reflètent totalement l'art nouveau. Mais par exemple, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la joaillerie victorienne et édouardienne, comme je l'ai dit précédemment. C'est vraiment des époques qui me parlent beaucoup, la finesse de traitement des matériaux, la finesse des perlés, des matières qui sont utilisées. Donc, je n'ai jamais arrêté de dessiner et petit à petit, mon style s'est affirmé. Et il continuera à évoluer, inévitablement, il continuera à s'affirmer. Là, je commence à m'intéresser à l'émail. C'est vraiment un procédé qui me fascine, les différents coloris. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est je cherche à fournir et à proposer, surtout dans le cadre de mes collections, des bijoux qui soient faciles à porter, mais qui est toujours une marque de fabrique de mon style et de mon environnement, avec des pierres qui sont des pierres avec une personnalité forte. Par exemple, les pierres à changement de couleur, à effet alexandrite, comme les sapphire color change, par exemple. Quand on va les voir à la lumière du jour, ils vont être plus bleutés et verdâtres. Et quand on va les voir à la lumière incandescente, la lumière de la bougie, on va les voir un peu plus pourpre, rosé. Pourquoi on dit par exemple qu'un saphir, un bleu j'entends, il faut le vendre à la lumière du jour? Parce que la lumière du jour est riche en bleu et en vert. Donc la pierre, la gemme va délivrer son plus beau bleu à la lumière du jour. Et c'est là où on pourra en retirer le meilleur prix. Réciproquement, le rubis, rouge, va déployer des couleurs plus rouges et plus belles à la lumière de la bougie, parce que la lumière incandescente est plus riche en rouge. Donc le saphir color change, qu'est-ce qu'il va faire? À la lumière du jour, il va délivrer les teintes un peu bleutées et verdâtres, et à la lumière artificielle, la lumière au tungstène, il va être pourpre, violacé. Et ça, je trouve que c'est un peu magique comme matière. C'est des matières qu'on ne voit que rarement en joaillerie fine, pour ainsi dire pas. Et moi, j'avais envie de mettre à disposition des femmes ces matières là qui sont un peu pénibles à sourcer, qui sont pas très connues, mais leur proposer dans de la joaillerie de tous les jours, au même titre que les diamants un petit peu atypiques. Moi vraiment j'ai fait mon fonds de commerce avec les diamants atypiques, tout ce qui est diamants salt and pepper qui sont un peu gris avec des
petites inclusions noires qui vont figurer les grains de poivre qui auraient pu tomber sur une surface blanche, les diamants un peu milky qui sont un peu tourbés, un peu icy, qui ressemblent à des petits cubes de glace, qui vont quand même être très blancs, mais qui vont avoir cet aspect un petit peu laiteux qui est fantastique. Ça, j'adore travailler ces matières-là. Les diamants de couleur, les diamants champagne qui vont être vraiment fantastiques, qui vont éclairer la peau, qui vont jouer avec les lumières. Ça, vraiment, ce sont des matières que j'affectionne tout particulièrement, de la même manière que la taille des diamants. Je joue beaucoup avec les tailles octogones, les tailles shield, bouclier, les tailles cerf-volant, kite. J'aime beaucoup, là récemment, j'étais dans l'atelier de taillerie et j'ai fait faire un diamant octogonal que je vais proposer. Et j'ai demandé justement sur Instagram ce matin quelles étaient les idées des followers pour travailler ce diamant octogonal. Est-ce que ce sera plutôt un petit pendentif ou alors est-ce qu'il va s'insérer dans un bracelet? Je ne sais pas encore. Je vais regarder ce qui va être suggéré, mais je trouve que c'est vraiment intéressant aujourd'hui de jouer avec les matières, de proposer autre chose. Voilà, le style Karine Chedier Joaillerie, c'est autre chose. Pas techniquement insurmontable, pas du tout, mais avec des belles matières. Parce que vraiment, toutes ces années d'études de gémologie, ça m'a appris une chose, c'est qu'il y a énormément de matières fantastiques à travailler. On ne peut pas tout travailler parce que les duretés, les résistances ne sont pas les mêmes au sein des gemmes. Mais si on est bien informé de ce qu'on peut faire avec une matière, il faut chercher, aller plus loin que le diamant blanc. Non pas que le diamant blanc soit pas joli, hein, c'est très très beau, mais proposer autre chose à nos clientes et proposer des bijoux qui sortent un petit peu des sentiers battus tout en ayant un côté classique. Voilà, moi c'est la parisienne, la femme classique, mais qui aime twister son classique avec quelque chose d'un peu différent. Donc en fait, si je résume, tu fais pas des énormes bijoux, mais des petits bijoux plutôt fins. Et la subtilité, elle est soit dans la monture et avec le choix de la pierre. Oui, ça la pierre vraiment, c'est très important pour moi de proposer des belles pierres. Donc je propose aussi des bagues de fiançailles. Je retwiste aussi des pièces anciennes parce que je suis passionnée d'histoire. En ce moment, je termine un cursus d'histoire du bijou, justement, que je trouve tout à fait passionnant avec une historienne de l'art qui s'appelle Christine Masseron. Et je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir avoir à disposition des informations aussi passionnantes que les premiers diamants, Jean-Baptiste Tavernier, les diamants de Golconde. On apprend des choses tout à fait intéressantes, comment la Maharani de Baroda est venue en France lors de son exil avec toutes ces malles remplies de bijoux et de perles fines. Voilà, par exemple, dans les matières anciennes qui me fascinent, on a la perle fine. J'ai racheté quelques colliers de perles fines, qui est une matière tout à fait en voie d'extinction, pour retwister justement des colliers de perles, apporter quelque chose d'un peu différent, de moderniser des petits rangs avec des diamants, avec des settings un peu différents. Donc ça, c'est vraiment passionnant pour moi. La boîte, donc si je me souviens, le Karine Chedier Joaillerie, tu le lances en 2016, on est en 2020. Il y a eu aussi le Covid. Bon, absolument. On a bien compris que la fabrication, elle est bookée. Tu as trouvé ton sourcing, tu as trouvé ton atelier, tu as trouvé ton bureau, génial. Mais au niveau commercial, qui est quand même le nerf de la guerre quand on crée une entreprise, des prospects de l'entreprise de voitures que tu avais démarchés, combien sont vraiment devenus prospects, combien sont devenus clients et comment tu trouves les nouveaux clients? Alors finalement assez peu, parce que en pourcentage, c'est à peu près 20% de tous ceux que j'ai appelés, 20% qui m'ont dit « Bon Karine, si tu te lances, on va te soutenir, on te commandera quelque chose. » Alors quelque chose, parfois c'est un petit bracelet à 550 €. Hein. C'est pas toujours des belles pièces à 15 000 €. Mais en tout cas, parmi ce peu de pourcentage de retour, ils ont tous été loyaux, tous ces 20%-là, ils m'ont tous commandé une première pièce. Et puis ensuite, assez naturellement, les nouveaux clients ont commencé à arriver par le bouche à oreille, parce que je vais au charbon tout le temps. Quand je suis dans une soirée, je parle de ce que je fais. Quand je discute avec un tel, je parle de ce que je fais. J'ai des d'amis qui viennent me voir, qui ont envie de me soutenir, qui ont envie d'encourager la création française, la création parisienne. D'autres personnes aussi qui sont sensibles au fait qu'une reconversion à la quarantaine, c'est quelque chose de louable et qui ont envie de me soutenir aussi dans cette démarche-là.
Quand on a eu le premier confinement, les 2 premières semaines, c'était stupéfaction totale, tout s'est arrêté. Et puis, petit à petit, les appels ont commencé à revenir et on m'a commandé des pièces, alors beaucoup de sur-mesure, mais aussi des pièces qui font partie de mes mini-séries. J'ai eu aussi des demandes, alors il y en avait une qui m'avait beaucoup, beaucoup émue, c'est une dame historienne qui m'a demandé de refaire tout son coffre à bijoux dans l'hypothèse où elle devrait céder ses bijoux quand elle serait plus âgée. Donc j'ai refait des belles bagues à l'identique avec le même savoir-faire. J'ai changé des pierres qui étaient grisées, j'ai retaillé des pierres, j'ai remplacé à l'identique des pierres qui étaient parties avec le temps. J'ai transformé une parure à l'égyptienne. Je suis sortie un peu des sentiers battus et je suis sortie de mon savoir-faire puisqu'on a travaillé à cette époque-là des turquoises. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des démarches très enrichissantes de la part de clients qui avaient envie de m'encourager dans cette démarche et puis qui aimaient mon travail aussi. Quand tu dis « j'ai quand même été au charbon », tu vas pas me faire croire qu'il suffit de faire 3 cocktails pour avoir des commandes. Non, tu n'es pas une affaire de cocktail, effectivement. Mais ça peut être le cas. Notre rêve de plaisanterie, non, il faut parler de son travail et puis surtout le montrer. Moi, avant, je portais rien de pièces que j'avais créées. Maintenant, de plus en plus, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, je crée des bijoux. J'ai toujours 1 ou 2 pièces à montrer, telle une bague ou un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, pour montrer ce qu'on fait. Parce que c'est difficile de conceptualiser quand on voit quelqu'un qui fait des bijoux. Aujourd'hui, il y en a pas mal sur la place, mais expliquer vraiment la démarche et la démarche en ce qui me concerne au niveau des pierres et du savoir-faire au niveau de la réalisation, c'est quelque chose qui ne se rencontre pas partout. Et donc, c'est une chose sur laquelle j'insiste. Mais c'est un travail extrêmement laborieux, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Concrètement, tu vas pas qu'à un cocktail. Tu fais comment pour aller trouver tes clients ? Comment tu vas aller chercher tes clients ? Alors, mes clients, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est le site internet. Donc, j'ai fait faire un site internet, un site marchand avec une e-boutique. Et j'ai été référencée aussi chez 2 marketplaces qui distribuent aussi mes bijoux. Comme 58 facettes, par exemple. Absolument, 58 facettes. D'ailleurs, et la deuxième plateforme, alors ? C'est Rosecut. Il y a aussi Instagram qui m'aide beaucoup, qui est quand même une sorte de vitrine à laquelle je suis venue tard et je regrette aujourd'hui. Voilà, si j'ai un conseil à donner, créez votre Instagram tout de suite parce que c'est vraiment une vitrine sensationnelle. Donc c'est une vitrine, c'est pas un Instagram marchand. Alors si, maintenant on a des InstaShop et on peut acheter en 3 clics, on peut acheter un bijou sur un compte Instagram. J'ai des clientes américaines, des clientes espagnoles, étrangères qui commandent uniquement sur Instagram ou qui me découvrent avec Instagram. Donc en fait, ton conseil pour ceux qui se lancent, c'est d'accord, il faut faire des salons, t'as pas de boutique. J'ai une boutique en saison d'hiver à Courchevel, qui est là de décembre jusqu'à avril. D'accord, en fait, ça veut dire que tu as fait fabriquer les meubles pour la boutique, tu loues la boutique, tu as quelqu'un en boutique ? Non, c'est un concept store, donc j'apporte uniquement les displays, la mise en scène et les bijoux pendant toute la saison. Et là-bas, ils ont des vendeuses que je forme, à qui j'explique scientifiquement les bijoux, et je les forme à la vente, et puis je suis toujours disponible H24 pour répondre aux clientes essentiellement étrangères. J'ai la chance de parler plusieurs langues, donc ça facilite aussi. Mais parfois, moi, je fais la vendeuse. Je la fais même assez souvent, la vendeuse. Il faut être vraiment multicasquette dans ce métier. Et en dehors donc de la boutique de Courchevel en saison, de Instagram, de ton site marchand, tu as des pop-up ? Alors, j'ai un pop-up, mon premier, qui sera du 1er au 6 décembre avec 58 facettes, dans lequel j'exposerai des bijoux plutôt fins et pas trop chers pour les cadeaux de Noël. 58 facettes, ce pop-up, parce que tu fais partie de leur plateforme. Absolument, je fais partie de cette plateforme qui est assez active, qui me convient parfaitement. L'idée, c'est de démultiplier quelque part les points de vente qui sont virtuels. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le confinement, la fermeture des boutiques, c'est très important de pouvoir développer en virtuel l'acte de vente. Par exemple, ce que j'ai développé au cours du premier confinement et que j'ai encore plus mis en place aujourd'hui, ce sont les démonstrations vidéo pour des clientes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas le droit de se déplacer, et c'est bien normal. Donc, je leur fais la démonstration en vidéo du bijou porté. Et on se cale 20 minutes, une demi-heure, et puis je leur montre les pièces qu'elles veulent voir.
Je les porte sur moi. Après, je peux très bien les faire porter sur un mannequin si nécessaire, mais sur moi, c'est suffisant. Et je leur montre en zoomant les particularités des pièces. Bon, évidemment, on n'a pas la même sensation que les pièces portées, notamment au niveau des pierres et des couleurs de pierre, parce qu'il y a toujours un filtre. Mais c'est mieux que rien et c'est vraiment quelque chose que j'ai développé cette année. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la vente, en dehors de la publicité qu'on connaissait qu'avant, elle se démultiplie. Il y a la vente que tu fais en one-to-one dans ton bureau quand ce sera réouvert. Il y a la vente sur les plateformes, la vente sur ton site internet, la vente sur Instagram. Et après, tout le travail que tu nous racontes là avec le live, en fait, c'est entretenir la relation client qu'aujourd'hui, on doit dématérialiser. Oui, absolument. C'est très important que les clients aussi voient qui est derrière une marque. Moi qui suis assez réservée, j'ai beaucoup de difficultés à m'exposer. Mais je me suis rendu compte que sur Insta, par exemple, les rares fois où j'ai posté une photo de moi, j'avais beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires. Les clients ont besoin vraiment de voir qui est derrière. Est-ce qu'il y a une vraie personne? Est-ce que cette marque a une âme? Est-ce que cette marque a une patte particulière? Enfin, c'est beaucoup de travail, mais comme on travaille dans une passion, et comme moi c'est vraiment ma passion, j'ai pas l'impression de travailler. Et qu'est-ce que tu comptes développer bientôt ? Parce que il faut avoir des projets dans une boîte, on avance toujours. Tu as déjà tes coffrets, est-ce que tu vas les changer? Est-ce que tu penses développer d'autres outils internet pour fidéliser les gens? Parce que on est quand même au 2e confinement, donc après tout, on ne sait pas si on n'aura pas un 3e. Donc est-ce que tu as comme ça des envies, des idées, ou est-ce que tes clients déjà te demandent des choses sur lesquelles tu dis ah bah oui, c'est vrai, je devrais développer ça? Peut-être un petit peu plus de vidéos. C'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'ai aucun support vidéo sur mon Insta, par exemple, et notamment des vidéos qui sont un peu plus riches d'enseignements. Par exemple, la gémologie, qui est vraiment un sujet que je maîtrise parfaitement parce que c'est mon quotidien. J'ai envie de partager aussi, et suite aux demandes de pas mal de clients, ce qui fait qu'une gemme est intéressante, ce qui fait la particularité d'un salt and pepper, ce qui fait la particularité d'un saphir birman par rapport à un saphir qui viendrait de Madagascar, par exemple. Quels sont les tips pour entretenir sa bague de fiançailles? Quelles sont les accumulations qu'on peut faire? Quels sont les fashion faux pas au niveau des bijoux? Est-ce qu'on doit mettre boucle d'oreille, plus collier, plus bracelet, plus bague? Ou est-ce qu'on peut se contenter d'une pièce, ce qu'on appelait les statements, d'une très jolie paire de boucles d'oreilles? Est-ce qu'on peut mélanger le vintage avec le neuf? Parce que j'ai toujours une activité aussi de recherche et je propose aussi pas mal de pièces vintage à mes clientes. Voilà, plus de vidéos, ça je pense que je vais m'atteler à cette tâche. Et du coup, si je te fais un clin d'œil, l'outil podcast pour Karine Chedy Joaillerie Ah, mais ce serait formidable. C'est vrai que quand on est dans sa voiture, quand on est dans la salle de bain, on ne peut pas avoir la vidéo et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir écouter, de pouvoir se cultiver, de pouvoir écouter l'expérience de différentes personnes et de s'inspirer. C'est très inspirant. C'est une très très bonne idée, ça, vraiment. Karine, dernière question. D'habitude, je demande à mes invités quels conseils elles donneraient à une jeune femme qui veut marcher sur leurs traces. Toi, tu es en reconversion et donc, quels conseils tu donnerais à une dame qui voudrait se reconvertir pour entrer en joaillerie ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je suis très légitime pour donner des conseils, mais en tout cas, je peux parler de mon expérience à moi. Et ce que je dirais, c'est de vraiment faire les choses à fond. Il faut construire un business plan, s'entourer de vrais professionnels pour le réaliser, bien regarder le temps qu'on peut consacrer, l'argent qu'on peut consacrer, l'énergie que l'on peut consacrer, ne pas faire de concessions trop importantes, ne rien sacrifier en tout cas. Faire des concessions, certes, on en fait, j'en fais tout le temps. Et puis croire aussi en sa chance, moi je suis chrétienne, je crois en mon ange gardien qui met sur ma route des belles personnes. Il faut se laisser la chance de faire des belles rencontres, des gens bienveillants qui vont vous aider dans votre projet. Et il faut vraiment faire tout à fond et ne pas être avare en énergie. Et aussi croire en l'amour. Énorme. Et bien ce sera le mot de la fin. Merci Karine, Merci, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Au revoir. Au revoir Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Karine sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque dimanche, j'émets en alternance sur un podcast différent.
Dans le podcast Il était une fois le bijou, j'explore une thématique en saison courte. Dans le podcast Le bijou comme un bisou, je raconte les grandes et petites histoires de l'actualité du bijou. Et le podcast Brillante émet le 3e dimanche du mois. En attendant ce rendez-vous, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires, ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez plein d'étoiles, brillantes, et partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante et vous donne rendez-vous après un petit intermède de Noël le 10 janvier sur le podcast Il était une fois le bijou où Philippe Soret, l'expert de la vente des bijoux de la princesse Soraya, de la duchesse de Windsor, nous expliquera comment on vend un bijou d'exception. En attendant, passez de belles et scintillantes fêtes de fin d'année et soyez brillantes.